tout le monde, sur une temporalité de 50 ans, a repris, dit, ouvert cette formule. Elle appartient à personne. Tout le monde, sous une forme ou sous une autre, a ouvert le chemin parce qu'il est de totale évidence que nature et histoire ne sont pas séparables. Et là, j'invite vos auditeurs à lire le 3e manuscrit de Marx sur les manuscrits de 44, où justement, il positionne la nature, l'histoire et l'homme comme une unité radicale. Il dit, l'homme n'est pas dans l'histoire, l'homme n'est pas dans la nature, il est la nature consciente et il est la nature humaine. Et c'est ça l'être générique. Ben, du coup, là, vous pouvez peut-être commencer la deuxième partie, là, Alors, sur la conscience malheureuse et l'amour. Alors, concernant cette deuxième partie, bon, je vais faire une synthèse la plus synthétique possible, parce que, comme nous l'ont demandé un certain nombre de correspondants ou de contacts, saisir en quoi la phénoménologie de l'esprit, telle qu'elle renvoie au manuscrit de 44, au Grundrisse, au Capital, à la science de la logique, puis à tous les textes qui vont mener finalement à la critique du programme de Gotha, fait sens dans une activité d'analyse et de dévoilement du faux, c'est partir finalement sur un certain nombre de cheminements. Les cheminements les plus importants qu'on a éprouvés avec ses correspondants ou avec ses patients par rapport à la phénoménologie de l'esprit, c'est des traces méthodologiques, en se rappelant toujours que méthodologie, ça vient de méta et de odos. Odos, c'est le chemin. Mais odos, c'est pas simplement le chemin au sens de route, c'est le chemin en auto-déployé, ça renvoie à la Fucis, c'est un auto-déployé qui chemine et qui n'est pas simplement une trajectoire sur le sol, mais qui est une trajectoire existentielle dans la nature et dans l'histoire. Donc les moments clés de ce cheminement, c'est amour, vérité, histoire et révolution. Qu'est-ce qui fait que vous, qu'est-ce qui fait que moi, à un moment donné, nous avons conscience du fait que nous sommes conscience malheureuse? Qu'est-ce qui fait, à partir de là, possibilité pour nous de renverser cet état de conscience malheureuse? C'est la compréhension que la conscience malheureuse est une conscience qui est aliénée, qui est donc étrangère à elle-même, parce que précisément, le vécu contemporain est domestication et enfermement dans l'inhumain, dans l'anti-humain. Le degré ultérieur et suprême de la marchandisation, c'est la chosification. La chosification, c'est le moment où l'homme est, pour reprendre l'expression de 1844, totalement dessaisi de son saisir. Et là, alors là, on retrouve Héraclite, Parménide, Hegel et Marx, c'est le dessaisir. Tous les fragments que nous avons analysés tout à l'heure renvoient au dessaisir, et Marx a positionné la problématique du dessaisir suite justement à la problématique Démocrite, Épicure, contre la passivité d'un atomisme statique, aliénatoire, la redécouverte d'Épicure, la compréhension radicale et subversive du clinamen, et ce qui nous renvoie à Bordiga, la compréhension du fait que le déterminisme de l'histoire est l'antithèse absolue de la passivité. L'antithèse absolue de la passivité, au sens où qu'est-ce que la conscience de l'homme qui veut jouir, s'émanciper? C'est l'homme qui produit en lui le mouvement d'intellection de la nécessité. Bon, autrement dit, j'ai face à moi un individu en souffrance, j'ai face à moi un couple en souffrance. Cela, c'est notre déportation dans l'inhumanité du monde qui fait que la conscience malheureuse est le lot obligé de notre quotidianité asservie. La quotidianité asservie par le fétichisme de la marchandise, c'est ma réduction dans le système de l'économie narcissique des échanges à être une représentation monadique, atomistique, névrotique, totalement coupée de sa naturalité ontologique, coupée de toute fucis, coupée de tout logos. Donc, la conscience malheureuse, c'est une conscience qui découle de la grande déportation des hommes dans le mouvement ascensionnel de la valeur d'échange, depuis que par la révolution néolithique, on est passé des communautés de l'être à la société de l'avoir.
Les communautés de l'être sont des communautés incomplètes de l'être incomplet, puisqu'il y a une aliénation à l'intérieur de ces communautés, puisqu'elles butent sur l'universalité du comprendre, sur l'universalité du jouir, sur l'universalité du saisir, le nécessaire saisir. Mais elles sont encore naturelles. Le passage à la société de l'avoir, c'est l'engrenage qui, de naturalité réduite en naturalité réduite, va aboutir à l'antinaturalité achevée. Le communisme, dit Marx, c'est le naturalisme achevé. Le capitalisme réalisé de la domination totale contemporaine, c'est l'antinaturalisme achevé. Donc, quand je parle à un individu, quand un couple nous parle et qu'on parle de notre dépossession, de notre aliénation, de notre non-jouissance, de notre angoisse, de notre angustia, de notre non-resserrement, on parle du fait que nous sommes absents à notre propre corps générique. Qu'est-ce que le corps générique? C'est l'étendue de notre existence. Si mon corps générique n'avait pas une étendue, il serait invisible, il serait inexistant. Mon exister, c'est-à-dire le mouvement par lequel mon corps générique est posé dans l'espace-temps de l'histoire du monde, c'est le fait qu'il pose une étendue qui va rencontrer d'autres étendues. Mais cette étendue, elle est angoisse et resserrement, parce que de le champ historique universel, des blessures, des brisures, des cassures qui, depuis le néolithique, ont construit l'homme contemporain, des millions et des millions d'espaces affectifs, sensuels, historiques, m'échappent. De la même manière que la société contemporaine est une société où j'échappe à mon existence, mon corps sensuel échappe à l'existence de cette histoire. Donc je suis toujours en situation de malaise. Donc la question qui est posée par l'homme qui ne va pas, ou par le couple qui ne va pas, c'est la compréhension, dit Hegel, et reprendra Marx sur le dessaisir, que je suis coupé de moi-même. Je suis amputé de mon souffle. Et je suis amputé de mon souffle parce que je ne peux pas l'incarner dans une matérialisation complète qui fait savoir absolu au sens du sapio, de l'absolue richesse du monde. Le savoir absolu, je le dis souvent, c'est pas un savoir mécanique de multiples spécialités. Le savoir absolu, c'est le savoir de l'absolu, c'est-à-dire la compréhension sensuelle et historique de tout ce qui fait le rythme du monde depuis que les hommes sont dépossédés de leur humanité. Quand je suis né, j'ai basculé dans le monde de l'inanité, de la vacuité, de la domestication, et des pans entiers de ce qui fait le monde sont pour moi des étrangetés. L'étrangéité aliénatoire du monde, dit Hegel. Autrement dit, des pans entiers de la réalité qui font ma réalité m'échappent, ne sont pas signifiants, ne sont pas appréhendables, ne sont pas compréhensibles dans ma vie individuelle, dans ma vie de couple, dans ma vie avec les autres. Et l'angoisse vient du fait que je suis resserré en mon petit être atomistique, névrotique, narcissique, qui ne saisit pas la totalité de la fusis en mouvement. Et acquérir la certitude de soi-même, c'est comprendre que ma singularité ne trouve son explication que dans le mouvement historique par lequel je fais acquisition de l'universalité historique du monde. Donc, à partir de là, amour, vérité, histoire et révolution se tiennent, ils découlent de la fusis organique. Quand je dis fusis organique et que je dis croître, que je dis sensation, que je dis sensualité et que je dis conscience, je dis ce que dit Marx dans les manuscrits de 44, l'amour est la chose la plus naturelle qui soit en l'homme, la relation la plus naturelle, c'est l'homme, en la nature et en l'histoire, et la relation la plus naturelle de l'homme à l'homme, c'est la relation de l'homme à la femme. Donc, c'est la relation d'amour, de radicalité, qui se positionne dans l'histoire et dans le devenir. De la même manière que Marx dit, l'humanité est révolutionnaire ou elle n'est rien. Je dis l'amour est révolutionnaire ou elle n'est rien. Je dis la vérité est révolutionnaire ou elle n'est rien. L'affection, la sensualité sont révolutionnaires ou elles ne sont rien.
Qu'est-ce que j'entends par révolution? J'entends par révolution la signification primordiale et étymologique du révolutio, c'est-à-dire le retour à l'origine en tant que retour désaliénant, en tant qu'acte ontologique radical par lequel je retourne à l'être générique de ma véritable substance émancipée. Donc, s'aimer, non pas dans le périmètre narcissique de la représentation spectaculaire de la marchandise humaine, mais s'aimer en tant que s'apprécier ontologiquement, c'est faire œuvre révolutionnaire entre le faux et le vrai, le désir vrai et le désir faux, l'ordre de la marchandise aliénatoire et l'ordre de la relation érotique de l'être générique. Aimer l'autre, c'est avoir une relation d'amour révolutionnaire à l'autre qui épouse la révolution mondiale du comprendre radical qui, du néolithique jusqu'à aujourd'hui, nous impose, lorsque la crise terminale de l'aliénation surgira, de produire l'éradication définitive de toute aliénation. Autrement dit, amour, vérité, histoire et révolution, en tant que vraie substance du mouvement générique de retour à l'homme dans son humanité profonde, c'est en lui, en son couple, dans sa relation aux autres, avoir un dialogue de révolution universelle avec le mouvement de l'histoire universelle dont nous ne sommes qu'une parcelle. Je n'ai pas de singularité. Vous n'avez pas de singularité. Deux individus en couple n'ont pas de singularité, si ce n'est que leur singularité a une identité et une caractéristique qui n'a pas son scénario autonome, mais qui a un scénario qui représente un seuil donné de l'histoire du monde. Le malaise, la déprime, la dépossession, l'allée-mal, tout ça résulte du fait, pour parler en termes hegéliens, que nous n'avons pas le savoir radical, absolu, de tout ce déployer aliénatoire, et que des pans entiers de notre histoire nous échappent, parce que des pans entiers de l'histoire du monde nous échappent. Et les pans entiers de l'histoire qui nous échappent en nous épousent ceux de l'histoire du monde que nous n'avons pas saisis. Autrement dit, produire l'acte d'auto-émancipation par lequel l'amour, la vérité, l'histoire ont un sens, c'est saisir l'acte signifiant de révolution qui doit les traverser, puisque la physis est un grandir infini de croître qui nous ramène aux origines essentielles du primordial. Et c'est donc à partir de cet acte de radicalité qui fait que je me positionne en situation révolutionnaire par rapport à l'histoire, que je me pose en situation révolutionnaire par rapport à moi-même, que je me pose en situation révolutionnaire par rapport à l'homme ou à la femme que j'aime. Et aimer l'autre n'a de sens que si je l'aime dans cette radicalité révolutionnaire du monde qui fait que nous ne sommes pas deux solitudes paumées qui s'agrégeons pour voir le temps passer et pour effectivement essayer d'évacuer les traumas que l'ordre du monde a mis en nous à travers les scénarios familiaux des brisures, mais parce que nous nous réapproprions notre histoire comme agent actif, comme agent de radicalité, nous sortons de l'en-soi limité de notre enclosure dans le temps aliéné de la représentation narcissique des échanges pour produire le pour-soi radical de la vraie caresse, de la vraie sexualité, de la vraie conscience. Tout ça à rebours de la dialectique industrielle, de la marchandisation forcée qui a produit le temps contemporain, de la liberté dictatoriale du profit démocratique, qui n'est pas simplement un profit économique, mais qui est un profit narcissique des échanges, puisque la rencontre de deux êtres en ce monde de la brisure est coupée de toute histoire pour cultiver la macération toxique de la compensation du « je suis bien avec toi, tu es bien avec moi, enfermons-nous dans ce petit monde séparé de l'histoire, creusons notre petit jardin personnel ». Et c'est ça qui produit la dépossession, l'angoisse et la mort. Donc, saisir l'amour, la vérité et le devenir comme réalité radicale, mais ça nous ramène tout simplement, bien évidemment, à Marx et à Engels et à Hegel sur les manuscrits de 1944 et sur le fétichisme de la marchandise, la phénoménologie de l'esprit et la science de la logique, mais tout se tient. Tout se tient parce que la grande rupture hegélienne, la grande rupture hegélienne est venue
quand précisément Hegel a brisé l'imposture kantienne qui contenait toutes les impostures philosophiques nées à partir de Socrate et qu'il est retourné au présocratique. Donc, saisir l'amour, la vérité et l'histoire dans la perspective révolutionnaire que Hegel et Marx se sont posés, c'est avec humilité comprendre qu'elle est déjà posée dans les fragments de cette primordialité, dans ces tout petits fragments, mais qui sont d'une richesse infinie, parce que précisément, l'arc de la vie doit tuer la mort, parce que la phusisse du croître doit briser les impostures de l'opinion première, et tout simplement parce que le penser de la radicalité singulière doit épouser la radicalité du penser mondial. Donc tout se tient. Il n'y a pas les présocratiques, il n'y a pas Hegel, il n'y a pas Marx, il y a tout le devenir du monde dans ces contradictions historiques qui poussent à la réappropriation de l'humanité par les hommes eux-mêmes. Et il y a donc une même unité dialectique qui est posée. Le tout est l'ordre du monde. Mais puisque le tout est l'ordre du monde, je ne peux pas avoir... alors, bien évidemment, quand la crise terminale aura lieu et que tout s'effondrera, nous aurons tous la capacité, dans le tumulte communautaire, de recréer la communauté. Mais en attendant le tumulte terminal qui recréera la communauté, j'ai une vie individuelle, on a des vies de couple, on est enfermé dans le mensonge du monde. La question qui est posée par mes correspondants et mes patients, c'est même si nous ne vivons pas encore la crise terminale, est-il possible, dans le monde de l'horreur absolue et du mensonge concentrationnaire, d'avoir des relations existentielles, amoureuses, affectives, qui aient du sens? Mais bien évidemment. Et le seul trajet pour que tout cela ait du sens, en attendant la crise terminale, c'est que nous épousions dans nos vies individuelles les parcours de l'histoire totale. Autrement dit, c'est parce que j'épouse le parcours de l'histoire totale du devenir révolutionnaire mondial que le monde de ma petite singularité personnelle n'est plus un atome narcissique perdu, mais qu'il est une parcelle de cette universalité en mouvement. Et c'est ce qui fait que quand je fais l'amour, quand je respire la forêt, quand je mange, quand je fais tout ce qui est le faire humain, je transcende la domestication. Alors bien évidemment, je ne la transcende pas totalement, puisque je suis toujours en le monde de l'aliénation, mais je suis en le monde de l'aliénation et en même temps dehors, puisque je suis radicalement contre, et que mon contre n'est pas simplement une pensée cogitante ou sciente, mais une pensée sapiente. Et parce qu'elle est une pensée sapiente de l'érotisme, de la sensualité et du toucher de la fucis dans toutes ses formes de grandir, mon corps est un corps présent. Mon corps n'est pas un corps absent, désarticulé par le devenir du capital. Il se sait présence au monde dans toutes les saveurs du véritable ressentir. Et à partir de là, je comprends tous les mensonges du monde, l'imposture du terrorisme, je comprends l'imposture des mythes de toutes les guerres, de la première, de la seconde et de toutes les autres, et de celles qui ont précédé. Je comprends tous les mensonges qui, depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, ont effectivement martelé la dépossession des hommes. Et c'est parce que ma conscience radicale de Sapio comprend la totalité des mensonges du monde, de la révolution néolithique à aujourd'hui, que je peux faire de ma vie sensuelle et sensitive une vie de conscience radicale qui renverse les mensonges que le monde de la reproduction veut faire rentrer dans mon existence. Donc, un individu aujourd'hui, en situation non pas de bonheur absolu, ça ce sera demain dans la commune émancipée, mais en situation de bonheur relatif, un couple en situation de bonheur relatif, une émergence de vie en situation de bonheur relatif, c'est une vie qui s'est réapproprié la fucis du monde, qui s'est réapproprié la conscience de l'absolu du monde, qui s'est réapproprié la phénoménologie de l'esprit du monde, et qui donc aboutit à la claire compréhension de l'être générique, et donc à la radicalité subversive qui fait que plus jamais, je ne confondrai les vrais plaisirs et les fausses joies. Donc le monde de la marchandise peut continuer à se développer jusqu'à sa crise terminale. Il y a en moi quelque chose aujourd'hui d'invariant qui fait que je ne serai plus dupe dans aucun domaine de l'extériorisation de la fusis de mon cœur, de la fusis de mon corps, de la fusis de ma conscience. Le monde ne pourra plus jamais confisquer ce qui fait ma matrice substantielle. Je n'aurai plus jamais d'angoisse générique.
J'aurai par moments des inquiétudes, j'aurai par moments des difficultés, par moments je buterai sur certaines configurations existentielles de mon quotidien. Mais je serai un roc parce que je saurai de manière définitive que dès lors que je maîtrise, dans le cadre de la phénoménologie de l'esprit, le déroulement de la conscience historique du corps du monde, je maîtrise le monde de mon corps et je maîtrise le corps qui fait monde en moi. Présocratique, Hegel, Marx, tout se tient dans une unité dialectique radicale, parfaite, au sens où, comme le disait Bordiga, l'émancipation de la communauté humaine est bien le plan de vie de l'espèce. Mais ce n'est pas un plan de vie de l'espèce qui est fait par un démiurge sur un tableau avec des craies, des croix, des règles, des tirets, des triangles. C'est un plan automouvement générique de la physis. Le plan de vie de l'espèce, c'est l'automouvement générique de la physis confisquée par la société de l'avoir. Et dès lors que je comprends cette confiscation, elle ne me confisque plus. Comprendre la confiscation, c'est cesser d'être confisqué par elle. Et vivre en amour, en tendresse, en conscience, c'est se déconfisquer, c'est produire l'acte du dessaisir, réactiver sur le ressaisir, et c'est à partir de là se réapproprier notre propre existence comme saisir de notre propre vie.